Moi, je suis tombée dans les seigneurs de Tourouvre quand j'avais 10 ans, parce que maman s'embêtait pendant l'été, elle a demandé au notaire s'il avait des registres, il en avait plein son grenier, qui dormait par terre, sous le tas de charbon, qui l'hiver recevait la neige fondue. Ma maman, au risque de se casser la figure, est montée et descendue 180 fois dans ce grenier pour récupérer les registres un par un, les faire sécher au soleil. Et comme elle était très douée dans ce qui la passionnait, elle a appris à lire l'écriture du XVIe et du XVIIe siècle en 3 mois. Et elle a recopié la quasi-totalité des actes de ces registres. C'est donc une des grandes sources de mon information. Moi, je ne suis pas historienne, je suis juriste et je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre de la Veuve en n'oubliant pas que j'ai fait de l'histoire du droit, ce qui est pour moi très important pour lire ce qui se passe dans ces époques. Voilà. Eh bien, ceux qui s'ennuient trop, ils peuvent dormir. Voilà. À l'époque contemporaine, les armoiries de Tourouvre sont composées de 2 éléments. En haut, 3 têtes de taureaux nous regardent bien droit, et en bas, ce sont des feuillages que je croyais être de chêne, sur le joli écusson que vendait Monsieur André Durand, maire de mon enfance. Aujourd'hui, le presque identique écu se lit, dans le beau langage obscur des armoiries, coupé au premier d'azur aux 3 rencontres de vaches d'or ordonnées 2 et 1, au second d'or à la tige de 3 feuilles d'érable de Sinople. Les armoiries, ça c'est les armoiries comme ce que je viens de vous dire, comme c'est sur le site de la mairie. Là c'est comme c'est sur Wikipédia. Ces érables évoquent le départ des hommes et des femmes partis d'ici sur l'impulsion d'hommes aventureux et avisés, les frères Juchereau et Robert Giffard, lui-même seigneur à Tourouvre. En ce qui concerne les têtes de vache, que l'on pourrait un peu masculiniser, rappelons-nous. Rollon, vers 911, reçut du roi de France la Normandie, et il fit avec sa jeune femme Gisèle une visite de ces terres dont il avait reçu la garde. Il passa par Tourouvre, qui était à la limite de ses domaines, puisque la Normandie s'arrêtait à Lavre, quelques kilomètres au nord. Un taureau se précipita sur la jeune duchesse, sortant de la garde du duc ou de l'assistance. Les 2 versions existent. Un homme se précipita pour prendre l'animal par les cornes et le maîtriser. Rollon, reconnaissant, aurait donné la terre du lieu à ce courageux sauveur qui prit le nom de Tourneboeuf avec des armoiries illustrant cette aventure. Ce qui fait que c'est ni un bœuf, ni un taureau, ni une vache. C'est un bœuf. Les armoiries de Tourouvre s'élèvent donc les Tourneboeuf, mais entre Rollon et le départ des Canadiens, il se passe des choses à Tourouvre avec d'autres hommes qui mènent le destin de la cité de la fin de la guerre de 100 ans à la Révolution. Car si Tourouvre fut tenu par une seule et même famille entre Rollon et 1780, 2 noms succédèrent à la tête de la seigneurie de Tourouvre. Retournons à la guerre de 100 ans. Le 17 août 1424, à Verneuil-sur-Avre, l'armée anglaise écrase une armée française comprenant beaucoup de guerriers du Perche. Beaucoup. C'est une tuerie insupportable. Et la mort de tous ces hommes laisse les terres dans les mains de jeunes femmes. Les terres tombent en quenouille. Et ces femmes qui maniaient la quenouille ne pouvaient pas manier les armes. Alors ces dames épousent des cadets de famille, ceux qui n'avaient pas hérité eux-mêmes d'un fief. Et ces cadets qui n'auraient pas trouvé d'épouse sans ce désastre, car les femmes ne pouvaient pas épouser des petits derniers de famille. Et la dernière des Tourneboeuf, qui s'appelle Michel, dame de Tourouvre, du Plessis et de la Guimandière, épouse un puiné d'une très riche et noble famille venant de Corbon, Pierre Loup de la Veuve. Corbon est l'ancienne capitale du Perche et l'archidiaconé du Corbonnais, subdivision de l'évêché de Chartres à l'époque, comprend 45 paroisses. C'est-à-dire qu'on parle de l'archidiaconé du Corbonnais avant même de parler de l'évêché où est le Perche. Les belles armoiries des La Veuve,
Voilà le château de la Veuve à Corbon, pas tout à fait comme il était quand le petit dernier de la famille est venu dans les brumes du Nord à Tourouvre épouser Michel de Tournebeuf, mais qui est un endroit superbe dans une boucle de Luynes et qui est vraiment le cœur du Perche. Et bon, j'en suis pas aux armoiries, mais on va y aller. Voilà les armoiries. Les belles armoiries des Lavov, si simples et si élégantes, n'ont pas été utilisées pour les services de marketing pour glorifier Tourouvre. Mais pour ceux qui visitent nos églises avec un regard curieux, elles y sont toujours présentes. C'est pourquoi ce soir, nous n'allons parler que de cette famille de Lavov et surtout de celui qui vécut sous les guerres de religion et dont nous savons plus de choses que de ses prédécesseurs. Alors ça, c'est l'attaque de cheminée qui est dans le mur qui est entre la maison de la Poste et l'ancienne maison de M. Thibault. Et les armoiries des Lavov, je vais vous les montrer avant de vous raconter le reste, parce qu'il y en a un peu partout. Les armoiries de Lavov, il y en a sur un vitrail en bas dans l'église de Tourouvre. C'est le vitrail qui est dédié à Saint-Hubert sur le côté droit. Il est sous la poutre de gloire de l'homme Chamondeau et il est à la poterie au Perche, sur la poutre de gloire. Et voyez-vous, certainement une version très ancienne et pas très bien restaurée. Voilà. Alors, pourquoi on sait des choses sur cet homme, Alexandre de la Veuve? Les registres notariés, où nous trouvons une bonne part des informations sur cette famille, ne commencent qu'en 1546. Encore sont-ils lacunaires, mal conservés, et je vous ai raconté comment ils étaient bien gardés dans le grenier du notaire. Les registres paroissiaux commencent seulement en 1588, et nous ne savons pas exactement quand est né Alexandre de la Veuve. D'ailleurs, nous ne savons pas du tout quand nous ne savons pas du tout les dates de naissance de leurs épouses, à tous ces messieurs. Et nous ne savons qu'à moitié la date de mort d'Alexandre de la Veuve, puisque les registres notariés de l'époque manquent et le registre d'état civil, enfin le baptême, mariage, sépulture, manque aussi. Mais un certain nombre d'actes citent des dates importantes, par exemple un mariage ou un contrat de mariage, ou le changement de titre de quelqu'un qui montre qu'il a hérité, que son père est mort. Pour la génération qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire Alexandre de la Veuve, il y a une autre archive, car Alexandre eut un cousin germain, Jean II de Brevedent, fils d'une grande sœur de sa mère, qui écrivit ses mémoires. Son livre fut conservé par hasard et publié comme beaucoup d'autres archives au début du XXe siècle par les lettrés du temps. Jean II de Brevedent vécut de 1531 à 1627. Il eut 15 enfants, et sa descendance par les hommes atteint le début du XXe siècle et peut-être même notre époque. Nous évoquerons plusieurs fois ces liens. Les informations que nous tenons de ce texte sont plus personnelles que ce que transcrivent les curés, les notaires ou les responsables de la convocation du ban et de l'arrière-ban pour se battre pour le roi. Michel de Tournebeuf épouse donc Pierre de la Veuve en 1456. Le patronyme Louel, qui était celui des habitants de la Veuve à Corbon, tombe tout de suite. Et le domaine s'accroît dès la naissance, dès le mariage de Galleran, leur fils. Galleran, je sais son mariage, je ne sais pas le reste. Robert Ier, qui est le père d'Alexandre, on sait sa date de mort, on sait sa date de mariage, et on sait la date de mort de sa femme, qui est la mère d'Alexandre. Et Alexandre, on ne sait pas vraiment sa date de naissance. On pense que c'est autour de 1545, peut-être un peu après. Bon, je retourne à Galleran. Dans ces familles, ce sont les femmes qui apportent des terres quand elles se marient, à condition qu'elles soient héritières, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de frères, ou qu'elles ont été richement dotées par une grand-mère qui pouvait le faire. Galleran se marie le 17 novembre 1499 avec Marie de Ghislain de Bois-Guillaume, qui est une terre située à Soligny-la-Trappe. Aujourd'hui, c'est un haras. Et je crois que j'ai un... Voilà,
j'ai un bâtiment de bois Guillaume dont les soubassements sont sûrement de cette époque, même si le haut ne l'est peut-être pas. Marie de Gislain, après la mort de son mari, se retire à Mortagne dans la communauté tenant l'hôpital et on peut voir sa pierre tombale dans le cloître et on lit très bien Marie de Gislain. Robert de Lavove, qui est le fils de Galleran et père de notre héros, est né en 1504. Il contracte une très belle alliance. Son contrat de mariage est passé à Mortagne le 21 octobre 1542. Il épouse la plus jeune fille d'un homme dont je vais vous parler un peu, qui s'appelle Jean Gouévreau, qui est médecin, qui est né à Mauves. Et Mauves, c'est à très peu de kilomètres de Corbon. Donc on peut imaginer que tout le monde se connaît dans cette histoire. Ce médecin, Jean Gouévreau, est un homme important, car il est le médecin de Marguerite de Lorraine, qui est comtesse puis duchesse d'Alençon, qui est la veuve de René d'Alençon, qui est de famille royale, puisque le duché d'Alençon, le duché d'Alençon est un apanage comme l'est le Perche. Elle n'est pas de famille royale, mais elle a une alliance avec quelqu'un de la famille royale. Charles d'Alençon, le fils de Marguerite de Lorraine, qui a été béatifié au début du XXe siècle. Charles d'Alençon, le fils de Marguerite, épouse Marguerite de Valois-Angoulême, qui est la sœur de François Ier. C'est-à-dire qu'on est encore plus proche de la famille royale, puisque Gouévreau suivra cette famille auprès du roi. Et quand Marguerite de Valois-Angoulême est veuve, elle épouse en deuxième mariage Henri d'Albret, roi de Navarre, et elle devient la grand-mère du roi Henri IV. Enfin, elle ne le sait pas encore, elle. Attiré à la cour de François Ier pour suivre Marguerite de Valois-Angoulême, Jean Gouévreau est médecin des 3 fils du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Il est anobli par le roi en 1540. Alors, ma version des armoiries de Jean Gouévreau, elle date d'avant-hier à la bibliothèque universitaire du Mans, où il y a eu une conférence sur Jean Gouévreau et sur son œuvre médicale. Et je trouve pas ces armoiries très jolies. J'ai piqué la photo avec l'autorisation de la conférencière, mais vous voyez, elle est prise de travers. Bon, c'est pas bien. Jean Gouévreau meurt vraisemblablement en 1544. Sa dernière fille étant mariée depuis 2 ans avec Alexandre de Lavove. Ce médecin est l'auteur d'un livre de médecine qui est écrit en français, et c'est certainement un des premiers livres de médecine écrits en français, et ça serait Marguerite de Lorraine qui lui aurait suggéré d'écrire en français. Et ce livre qui s'appelle Sommaire et entreteniment de la vie, qui est un livre extrêmement raisonnable, qui n'a rien de magique, rien de sulfureux, rien de diabolique. Il est publié en 1530, à la fois à Alençon, à Paris et à Lyon, ce qui montre comme il est reconnu rapidement. Et il est republié plusieurs fois. Il est très estimé pour son bon sens et sa rigueur. L'épouse de Jean Gouévreau s'appelle Marie de Brevedent, donc elle est la tante de celui qui a écrit ses souvenirs sur cette famille. Et la famille de Marie de Brevedent, son père vient de la région de Rouen et sa mère vient de Paris et fait partie d'une bonne bourgeoisie parisienne, riche et cultivée. L'un des frères de Marie de Brevedent, Denis, est abbaye commendataire de la Trappe, conseiller au Parlement et aumônier du roi de Navarre, Henri d'Albret. Et Jean Gouévreau porte le titre de maître des requêtes, vicomte du Perche, châtelain de Sable, Sable étant une petite localité dans la région un peu au sud de Mauves. J'ai appris ça avant-hier, j'ai déjà oublié. Il est seigneur de Landres, qui est un très beau château à Mauves, et il est seigneur du Breuil à Corbon. Ensemble, Jean et Marie de Brevedent ont 8 enfants. Mais malheureusement, Gouévreau ne transmet de bien qu'à ses 4 filles. Les 4 garçons qui sont nés dans cette famille n'ont pas de postérité, parce que les 2 aînés sont religieux à la Trappe, et l'aîné à la Trappe, le deuxième
un peu plus dans le monde, et l'aîné évidemment s'appelle Alexandre, ce qui fait qu'il est le parrain de notre cher héros. La mère, Marie de Brévedin, préférait son troisième, et elle a fait tout pour qu'il ait une vie sympathique, mais malheureusement il est mort de maladie en revenant de l'université. Quant au quatrième, un jour où il était au bord de la Loire à jouer du luth avec un ami, il est monté dans un bateau dont le batelier n'était pas de ses amis comme d'habitude. Le batelier manœuvre le bateau comme un imbécile et tout le monde se retrouve à l'eau. Et évidemment, comme je suppose que ce garçon n'était pas content de son batelier, ils se sont battus et c'est le petit garçon Guévreau qui a fini noyé, enfoncé dans la Loire par son vilain batelier. Et évidemment, Jean Guévreau a envoyé un de ses neveux Brévedin pour résoudre l'horrible histoire, et le batelier est condamné à être pendu, ce qui est... Voilà. Alors, alors que le père, Jean Guévreau, est très rationaliste, celui qui écrit, donc notre Jean de Brévedin, écrit que quand on a sorti le corps au bout d'une semaine de l'eau, quand il a été confronté à son assassin, le corps s'est mis à saigner pour montrer qu'il était capable de donner le nom de l'assassin par son corps qui était mort depuis une semaine. Ça fait pas très rationnel, mais bon, hein, voilà. Le cousin Jean de Brévedin ne nous parle pas que des assassinats de la famille, il nous raconte que le mariage d'Antoinette, la plus jeune des filles du médecin, fut le plus brillant. Car la famille de la veuve est, je cite, la plus illustre et signalée du Perche. Avec un esprit un peu critique, il rapporte que sa grand-mère Marie, grand-mère également d'Alexandre, formée au contact de Madame d'Alençon, puis de la reine de Navarre, était des plus avisées, se sachant extrêmement béguine, femme d'intrigue, parlant très bien. Extrêmement béguine, ça veut dire extrêmement douée dans ses initiatives. Les rentes de Jean Guévreau sont évaluées par son neveu à 11 000 livres par an. La mère d'Alexandre, Antoinette, donc fille de Marie, avait été très bien élevée. Antoinette apporte en dot à Robert de la Veuve, le papa d'Alexandre, une partie de la Gâtine en Âpre. Alors j'ai renoncé à faire des cartes avec tout ce qu'il est possible et imaginable de... Pourquoi cette carte est revenue ici alors qu'elle n'aurait pas dû ? Quelquefois les cartes ne obéissent pas. Alors ça c'est une bête carte Michelin, mais c'était plus facile de vous montrer où est Bois Guillaume à Soligny. Enfin, mais je pense que aucun d'entre vous n'est suffisamment hors sein pour ne pas savoir où est Soligny Attrape et un certain nombre d'autres lieux. Donc, Antoinette Guévreau apporte en dot à Robert de la Veuve une partie de la Gâtine en Âpre, la grande maison de Mauve, ainsi que d'autres maisons à Mauve, la terre du Breuil en Corbon, la terre de l'Or-Marin, le droit de pêche dans la rivière d'Huine, le moulin de Mauve. C'est un mariage très brillant pour le seigneur de Tourouve, même si les 3 autres filles de Jean Guévreau sont également bien mariées. Les cousins qui naissent de ces mariages continueront à avoir de nombreux liens entre eux, liés par ce quatuor de mères. Nous dirions aujourd'hui que le réseau familial est intense et efficace. Robert Ier de la Veuve et Antoinette Guévreau, ensemble 4 filles et 3 garçons, sans que l'on ait vraiment l'ordre de naissance pour cause d'absence de registre d'état civil. C'est pourquoi la naissance d'Alexandre est entre 1545 et 1550, des filles étant nées avant lui. Et c'est par rapport au mariage des filles qu'on imagine l'âge d'un petit frère. C'est-à-dire qu'on imagine que les filles qui se marient après 1550, elles ne se sont pas mariées avant 14 ans. Alors c'est aussi très au doigt mouillé. Voilà. Les 3 garçons, qui s'appellent Alexandre, Jean et Claude, reçoivent à Paris la même éducation que les neveux de leur mère. Les garçons sont au collège de Reims, à Paris, puis au Mans, pour cause d'une peste qui avait régné à Paris. C'est malgré les guerres civiles du temps, une période d'humanisme et de culture que nous appelons la Renaissance. Les cousins d'Alexandre peuvent avoir des vies intéressantes. L'un d'eux, Jacques Le Balleur,
avait été tout jeune au Brésil avec le chevalier de Villegagnon dans ce que l'on appelait la France antarctique, suite au commandement d'Henri II d'aller conquérir des terres lointaines. Ceci pour se dire que l'univers était beaucoup moins borné que ce qu'on imagine. Bon. Être seigneur, alors ce que je vais vous raconter, c'est par rapport à toutes les informations que j'ai, donc il y a des tas de choses que je ne pourrais pas vous raconter, ne les sachant pas. Mais je vais prendre des grands pans de la vie d'Alexandre de Tours. Le premier pan étant être seigneur, cela implique de servir le roi par les armes. Avant Robert, 2 frères de Galleran sont allés se battre en Italie et y ont été tués, l'un en 1509, l'autre en 1515. Robert fait un service armé qui repousse son mariage à ses 37 ans. Lors des convocations de l'arrière-ban, les Lavov sont présents ou remplacés pour raison d'infirmité contractée lors de combats pour le roi. À la fin de sa vie, en 1567, Robert Ier, le père d'Alexandre, déclare devant notaire qu'il ne peut aller à la convocation de l'arrière-ban du bailliage d'Évreux réuni en 1568, je cite, « parce qu'il est homme vieil et ancien, sexagénaire et hypothéqué de gouttes. » Je trouve cette formule terrifiante. Bon. Il résiste quand même encore 5 ans, et quand il meurt, notre Alexandre a environ 23 ans. La deuxième moitié du XVIe siècle, je vous rappelle les souvenirs d'enfance, mais comme moi aussi je les avais oubliés, je me les rappelle à moi aussi, est une longue période de guerre civile. Les guerres de religion commencent en 1562 et durent très longtemps. 8 épisodes séparés par des édits de pacification totalement inefficaces, où tantôt les catholiques triomphent des protestants, tantôt les protestants obtiennent de pratiquer leur culte, mais pas tout à fait librement. Ils ont des garanties dans certaines régions du royaume, mais le calme règne extrêmement peu souvent. Nous ne savons pas ce que les seigneurs de Tourouvre pensaient du protestantisme, mais il y avait beaucoup de membres de la région prétendument réformés parmi la noblesse, parce que les nobles avaient accès aux livres plus que les laboureurs, et que même parmi les membres de la cour royale, il y avait de nombreuses personnes acquises à la réforme. À Mortagne, ville où les livres circulent sûrement plus qu'à Tourouvre, les protestants recrutent des appuis et font de nombreuses tentatives pour prendre le pouvoir et y pratiquer leur religion. Le roi est obligé de maintenir ses sujets dans une même obéissance à une église qu'il soutient et il ne peut laisser les protestants prendre une place trop grande. C'est dans le cadre des guerres de religion que Alexandre servira le roi. On sait par le récit de Bar des Boulets, qui a écrit une histoire du Perche qui est fort intéressante, avocat, qui vit et écrit pendant les années de ces guerres civiles qu'à Mortagne, où s'exerce la justice du roi, il y eut de nombreux combats, certainement meurtriers. Mortagne fut pris tantôt par les catholiques, tantôt par les protestants, 23 fois de suite. L'ultime combat sur les voûtes de l'église. Alors les catholiques, enfin les habitants de Mortagne, parce qu'on ne sait pas trop, à un certain moment, je pense qu'ils ne supportent plus qu'on vienne les embêter, quelle que soit leur religion. Les Mortagnais sont sur les voûtes de l'église, et en bas, les protestants ont mis le feu à de la paille. Donc, les catholiques sur les voûtes voient très bien les protestants, ils peuvent leur tirer dessus tranquillement, enfin, voilà, avec des flèches évidemment. Et les catholiques vont gagner, c'est le 16 juillet 1693, non 1593, pardon, 1593. Au cours du temps, un parti catholique intégriste, la Ligue, appuyée par des armées extérieures catholiques, surtout espagnoles, s'opposeront aux protestants, le roi ne pouvant tolérer les excès ni des uns ni des autres. En 1494, le Teil est brûlé par les ligueurs et en 1598, c'est à Belloul-Trichard qu'on se bat épouvantablement. Mais à Tourouvre, on ne sait rien. Et les registres de notaires de Tourouvre ne donnent pas du tout l'impression d'autre chose que d'une vie paisible, champêtre, avec des laboureurs, des chevaux et un seigneur qui se promène, enfin, qui va un peu se battre. Alexandre de Lavov fait partie des armées du roi. Le 4 juin 1576, son frère Claude de Bellegarde et lui-même nomment un procureur pour prêter serment devant le bailli du Perche pour la pacification des troubles de son royaume. C'est une des paix signées qui est dite de monsieur,
qui est signé à Beaulieu-les-Loches, c'est-à-dire en Val-de-Loire, et qui n'eut quasiment aucun effet. Au moment où Alexandre rentre dans les... Alors attendez, ça c'est la maison Guevro. Oh, je fais pas du tout bien mon boulot comme d'habitude. Ça c'est là où est née la femme d'Alexandre, et ça c'est les signatures d'Alexandre, de sa femme, et en bas d'Alexandre et d'Antoinette Guevro. Mais ça c'est très mignon. Ma maman les aimait tellement qu'elle est allée au musée de l'armée pour faire ces petits seigneurs de Tours en soldats de plomb. Donc j'ai une armée de soldats de plomb qui sont les seigneurs de Tours. Oui, il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, on se dirait qu'elle était un peu bizarre. Non, elle était seulement très passionnée. Mais vous ne trouvez pas qu'ils ont des beaux costumes, non? Voilà. Le grand garçon de droite, il a 15-16 ans. Donc je reprends. L'armée du roi est mieux organisée que ce que permettait la convocation du ban et de l'arrière-ban. Le roi Henri II, en 1547, quand notre héros a 3 ans, crée des groupes d'hommes armés qui restent attachés à sa personne assez longtemps. Ces petits corps d'armée comprennent 75 archers, 35 mètres, et pour les commander, un maréchal des logis, un guidon, un enseigne, un lieutenant et un capitaine. Voilà, j'ai remonté la hiérarchie jusqu'à la tête. Décidées par ordonnance, ces unités prennent le nom d'ordonnance du roi. Cette organisation fonctionne grâce à un financement par les revenus du royaume, mais le seigneur paie tout de même une partie des équipements de lui et de ses serviteurs proches. C'est-à-dire que ces petits costumes sont payés par les redevances des laboureurs de Tours. Alexandre, qui s'appelle Alexandre Duplessis, tant que son père est vivant. Tout le monde sait où est la maison Duplessis, c'est à côté du Gué-à-Pont. Il y a un mur qui a l'air très vieux. Et c'était un Plessis, c'est un château, ça devait être un poste de garde le long de la Comauche et pas très loin de la route dite aujourd'hui de Paris. Enfin, dite dans mon enfance de Paris. Alors, tant que son père vit, il s'appelle Alexandre Duplessis. Il sert d'abord dans la compagnie du maréchal de Cossé, qui se bat contre les Huguenots. On a sa procuration le 15 juin 1568 à son beau-frère pour recevoir du trésorier de la compagnie l'argent permettant de payer les quartiers des soldats, car les soldats étaient payés chaque trimestre. En 1577, il est guidon de 50 hommes d'armes. Enfin, en 1579, il est enseigne de 100 hommes d'armes auprès de Monsieur Daux, dont le château est à notre ouest est si joli et si difficile à visiter aujourd'hui, avec le titre de lieutenant. Parmi ses parents brefs dents, il y a plusieurs hommes qui sont sous ses ordres. C'est le titre militaire qu'il garde jusqu'à la fin de sa vie, avec l'indication qu'il est enseigne tenant lieu de lieutenant. Et je trouve cette formule très jolie, puisque être lieutenant, c'est déjà tenir lieu de quelque chose. Enfin, c'est un chef qui tient lieu de chef, voilà. Bon. Il n'est pas toujours sous les armes, et il rejoint sa seigneurie par période. Sa mère, Antoinette Guevro, assurant la gestion des domaines d'une main ferme et efficace pendant ses absences. Les seigneurs qui payent l'impôt du sang ne sont pas tenus aux impôts liés à la terre et à son exploitation. Il est évident que le coût pour eux de la défense du royaume est très lourd, en risque, en temps et en argent. Le fils d'Alexandre, Robert II, que vous voyez à droite, est soldat au siège de Paris où Henri IV a subi un échec. C'est en juin ou juillet 1590, il a 16 ans, et il s'est déjà battu l'année précédente à Ivry, où Henri IV a gagné un engagement. Il est né en 1574, le petit Robert, et ce n'est pas rare d'être devant l'ennemi à cet âge. Alors, quand on est militaire, on peut aussi avoir des arrêts de travail, et je vais vous lire un des arrêts de travail le plus marrant que j'ai jamais lu, parce que quand même, il est très vieux. Le 19 avril 1580, le notaire dresse un acte. En présence de moi, Gilles Choiseau, tabellion juré en la châtellenie de Mortagne, et des témoins nommés en la fin de ces présentes se sont comparus en leur personne. Noble homme, maître François de Glasbourg,
prêtre curé de Tourouvre, honnête homme, maître Guy Mouton, docteur en médecine, et maître Henri Daoust, apothicaire, demeurant à Mortagne, lesquels disent, attestent et affirment de vérité avoir vu, visité et médicamenté noble homme Alexandre de Lavov, seigneur de Tourouvre, demeurant audit lieu, enseigne de 100 hommes d'armes des ordonnances du roi sous la charge de Monsieur d'O, et qu'il est malade en son lit d'une fièvre, en sorte qu'il ne peut aller pour de présent à pied, ni à cheval, sans grand danger de sa personne. Pour et de laquelle attestation le dit seigneur de Tourouvre nous a requis ses présentes pour lui servir et valoir autant et lieu que de raison. Adseux, maître François Dangereux, prêtre, et Claude Doucet, demeurant à Tourouvre, témoins, les dits attestants et témoins, ont signé en la minute de ces présentes, laquelle minute est demeurée en mes mains. Et à l'autre bout de la page, côté verso, il y a marqué « Mémoire a demandé à Monsieur de Tourouvre de certification par... » Enfin, je vous dis des mots d'aujourd'hui. De certification par un apothicaire et un médecin de son état, document qui devra être adressé, cédé à la trésorerie du régiment. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était un arrêt de travail qui était rémunéré, mais je lui souhaite. Ce temps de guerre est aussi un temps de vie intellectuelle intense. Les hommes d'église et de culture écrivent, réfléchissent, les textes antiques sont lus et interprétés passionnément. Cela donne une nouvelle façon de croire en Dieu, le protestantisme, puis une nouvelle façon de vivre, le catholicisme, avec le Concile de Trente, et tout un univers de poètes, d'écrivains qui font de ce temps que l'on appelle la Renaissance, avec Rémy Belleau, qui naît à Nogent-le-Rotrou en 1528, mais aussi la coutume du Grand Perche, qui est recueillie et transcrite dans la même ville de Nogent-le-Rotrou en 1558. La coutume du Grand Perche étant une coutume écrite tardivement, et écrite à la demande du roi, qui avait comme ça une façon de figer ce qui était prévu entre les habitants des régions, et ce qui lui permettait, lui, de décider en plus d'autres choses. Car derrière ça, il y a l'agrandissement du pouvoir royal qui est mené déjà depuis les 300 ans. C'est simple, depuis Sugère et Louis VI le Grand. Alors on va revenir à la vie civile d'Alexandre de Lavov, parce que quand même, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter sur ces grands faits d'armes, sauf que quand il est si malade, il passe un certain temps à Tourouvre et il doit en profiter pour faire des activités à Tourouvre. Leur contrat de mariage a été signé le 25 août 1572 d'Alexandre de Lavov. Sa charmante s'appelle Yolande, voilà. Cette charmante s'appelle Yolande, le lièvre. Elle habite à Ston comme on dit ici, dans le Perche, et dans sa corbeille de mariée, elle a été élevée dans ce château de Beauvais. Alors moi j'ai mis qu'elle était née parce que c'était plus vite écrit, mais en fait elle a été élevée, je ne sais pas où elle est née. Elle apporte dans sa corbeille de noces les héritages de sa grand-mère qui s'appelle Yolande du Mouchet, comme c'est même prononcé certainement aussi sa marraine, qui est dame de la Rousselière, qui est une seigneurie proche de Saint-Join-de-Blavou et qui est grande. Et de cette seigneurie de la Rousselière dépendent un nombre extraordinaire de fermes et d'hommages. Les revenus de la terre de la métairie de la Rousselière sont déjà très important. Les fermiers donnent 500 livres par an, 1 livre de poivre, 2 douzaines de fromages, 50 livres de beurre en pot, 2 livres de sucre fin et 6 chapons. Et sur le domaine de Tourouvre au sens strict, aucune terre ne rapporte autant. Il faut dire que la terre ici, elle doit être moins bonne qu'à Saint-Join-de-Lavaux, j'imagine. Un acte du 9 mars 1573 précise que le père de la mariée donne à son gendre 5639 livres de dot, et sur les 1220 livres promises pour les habillements de la dite demoiselle Yolande, sa fille, car les dames arrivaient habillées dans leur nouvelle maison, il est redevable de la somme de 1100 livres, payable, savoir, 600 livres quand le sieur de Beauvais aura le moyen.
Et cette formule étrange, il y a quelque chose que moi j'ai appris en lisant. Tout cet été, j'ai lu tous les écrits recueillis par maman. Et j'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, quelque chose que je ne savais pas. Les transactions financières à cette époque sont très gênées par la rareté de la monnaie sonnante et trébuchante. D'où des paiements souvent très échelonnés, des baux non payés, des emprunts fréquents, même de petites sommes, et surtout l'indication en fin des actes du mode de paiement utilisé, je cite, avec de la bonne monnaie ayant cours en ces lieux. Car la rareté de la monnaie fait qu'on serait capable de prendre des monnaies qui sont sans valeur. Et tout le monde est assez méfiant par rapport aux pièces qu'il ne connaît pas. Ce manque de liquidité rend la vie économique compliquée. Ça oblige à considérer les emprunts comme un moyen d'avoir du liquide plus qu'un danger d'avoir des dettes. C'est pourquoi le roi de France emprunte tout le temps, vend des offices, afferme les impôts, c'est-à-dire demande qu'on s'engage sur un paiement des impôts, et celui qui s'engage et qui paye les impôts théoriques, il prélève sur les pauvres gens qui travaillent des sommes qui peuvent n'avoir aucun rapport avec ce qu'il a donné au roi. C'est-à-dire que c'est un appauvrissement très fréquent de la population qui produit. Et cela fait vivre le royaume de France dans des conditions fiscales et financières très particulières. Et ce système ira en empirant dans les 2 siècles suivants, et peut-être même encore un peu, mais on ne dira pas, parce que bon. Les pièces d'or que les Espagnols rapportent d'Amérique latine irriguent les domaines du pape, certainement les régions de grandes villes, il y a beaucoup de choses de produites, de vendues, avec des foires, où des marchands de divers pays utilisent des instruments de paiement qui leur simplifient la vie et qui sont fondés sur la confiance, comme les billets à ordre et les lettres de change. Mais à Tourouvre, on n'a pas tout à fait ce même niveau de vie économique. Alors les Tourouvains font des prêts pour pouvoir rassembler assez d'argent liquide pour leurs entreprises, et ce n'est pas toujours facile. Ainsi, les dots des 4 sœurs d'Alexandre, qui reçoivent toutes des sommes importantes, de 4 500 ou 5 000 livres, sont payées sur plusieurs années. De son côté, Alexandre, pour son mariage, reçoit la terre de la Gâtine en Âpre, qui était venue de sa mère, et sa femme et lui demeureront jusqu'à la mort de son père, Robert Ier de la Voive, en 1574, dans cette maison. Et pendant ce temps-là, Yolande s'appelle Dame de la Gâtine. Et à ce moment-là, il s'installe au château familial de Tourouvre en 1574. Antoinette Guévreau, qui habite la vieille maison du château provisoirement, parce qu'après elle ira à la Guilmandière, elle reçoit le titre de demoiselle de la Gâtine, de Randonnay et bien d'autres lieux. Yolande Lelièvre, pour elle, s'appelle demoiselle de Tourouvre jusqu'à sa mort en novembre 1580, date à laquelle Antoinette Guévreau redevient dame du lieu de Tourouvre et de la Gâtine. Et en fait, la veuve, sur les actes, ils ont sans arrêt des noms qui changent avec l'accent mis sur une terre ou une autre. De temps en temps, on voit réapparaître des noms comme le Plessis, qui est un des vieux domaines des Tournebeuf. Alexandre est veuf donc assez jeune, puisqu'elle meurt après 18 ans de mariage. Et le cousin Brevedent, dans ses mémoires, évoque un nouveau mariage dont on n'a aucune trace. Et apparemment, il vit seul les 15 ans qui lui restent. Mais bon, on n'en sait rien en fait. Et il s'appuie sur sa mère une fois que sa femme est morte, et sa mère lui survit 4 années à lui-même. C'est-à-dire que Antoinette Guévreau est venue au monde avec une grande énergie. À plusieurs reprises, Alexandre, vraisemblablement au service du roi, fait établir des procurations à l'ordre de sa mère, puisqu'elle gère
absolument librement les domaines en son absence. On n'a pas du tout l'impression que les femmes riches sont aussi puissantes et capables que les hommes. Yolande et Alexandre ont ensemble 2 garçons et 2 filles. Yolande Lelièvre meurt en 1580 et ses 2 filles sont élevées l'une par son oncle Lelièvre, l'autre par Antoinette Guévreau. Voilà. Il n'y a que les garçons qui soit sont sous les armes, soit sont encore dans la proximité de leur père. Alexandre, donc, il ne se contente pas d'être un mari et un père, il est acteur de la vie de Tourouvre. Il est le seul des seigneurs de Tourouvre à être trésorier de la fabrique, qui est la réunion des paroissiens, et il joue là, à plusieurs reprises, un rôle très important. Ainsi, le 30 avril 1580, il est le trésorier qui fait modifier l'aspect intérieur de l'Église pour remplir les obligations créées aux catholiques d'appliquer le Concile de Trente fini en 1563, c'est-à-dire 17 ans avant. Dans un long acte notarié, la fabrique décide de commander à Florent Jousse, menuisier à Mortagne, une contre-table sculptée. Ça, c'est la maison du notaire. Pardon, j'ai oublié. Bon, voilà. Une contre-table sculptée pour que le sacrifice de la messe soit rendu devant un décor digne de la solennité des cérémonies. Grâce aux détails de cet acte, et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que dans l'acte, il y a le nom de tous les panneaux que vous voyez devant vous, qui sont les illustrations d'un livre publié à Lyon en 1553, c'est-à-dire publié à Lyon 10 ans avant la fin du Concile de Trente. C'est très étonnant parce que ça c'est quelque chose qui a été trouvé par moment et qui est tout à fait inattendu. Ce panneau fait à peu près 2,25 m de long sur 1,10 m de haut, et cela ne nous semble pas très grand par rapport à la taille de l'église, mais nous ne connaissons évidemment pas la largeur de l'autel à cette époque. Vraisemblablement, la messe était dite en face d'un mur, peut-être pas, mais sûrement pas aussi décorée que l'œuvre de Florent Jousse. Nous avons le détail des panneaux décoratifs, parce que nous en avons le détail, comme je vous le dis ici, et ce sont des images qui vont être sculptées par le menuisier, et il est prévu dans le contrat, je vous cite, « Le dit Jousse sera tenu, promet et s'oblige, rendre faite et parfaite, tant de son état doré ducat, azur et autres peintures, à ce convenable et nécessaire du jour d'ouïe, en un an prochain venant, levée et assise au maître-autel et fermante, hormis la serrure. » Alors ça, moi je comprends pas très bien où il y a une serrure, mais c'est pas grave. Cela pour 120 écus sol payables à 3 termes de paiement égaux, 40 écus à la Pentecôte, 40 à Noël, quand la moitié du travail sera faite, et la fin, le jour de la livraison. Et 32 sols sont comptés tout de suite pour le vin du souper de ce présent marché. Alors, tous les contrats, il y a le vin, il y a du vin, il y a toujours un pot de vin dans les contrats. Alors, quelquefois, le pot de vin, c'est la redevance au seigneur féodal qui est annulée par ce pot de vin. Et quelquefois, c'est vraiment pour faire la fête après le contrat. Mais on ne sait jamais. Alors, nous ne savons pas comment cela faisait dans l'Église, car 60 ans plus tard, sans aucune participation du Seigneur, le retable et le décor de tout le fond du chœur furent refaits somptueusement par Montéan, artiste venant de Bellem, et le nouveau décor est encore plus que celui de Florent Jousse. Dans l'esprit du Concile de Trente, c'est plus beau qu'un décor de théâtre. Et comme vous voyez, il y a les armoiries des Lavov, il y a les armoiries des Lavov qui sont au-dessus du maître-autel, sachant que le tableau central, c'est une adoration des mages, copié de Bernardino Luini, qui est un contemporain de Léonard de Vinci. J'espère que je ne vous dis pas une énormité. Enfin, c'est Bernardino Luini.
ses relations avec Léonard de Vinci, c'est peut-être un trop vieux souvenir pour moi. Le règlement est fait par la fabrique sur la perception de la dîme Saint-Aubin. La dîme Saint-Aubin, c'est ce qui est produit de l'autre côté de l'eau, c'est-à-dire de la Comoche, c'est-à-dire ici sur Auteuil. La dîme Saint-Aubin est attribuée tous les ans et c'est avec le produit de la dîme Saint-Aubin qu'on aide les miséreux. À la Pentecôte, on leur donne je ne sais pas quoi, mais on les nourrit bien au moment de la Pentecôte. Je ne sais pas si c'est le moment de la soudure entre une année et une autre année, mais et c'est la propreté de l'Église et évidemment le grain et le vin pour célébrer la messe. Et alors donc, la fabrique paye la plus grande partie, mais Alexandre ajoute ce qui manque, c'est-à-dire 33 écus, un tiers, en sachant qu'un écu, c'est 3 livres. Cette année 1583 voit l'Église quand même en bien mauvais état. La contre-table, c'est-à-dire en fait un panneau rectangulaire collé au mur au-dessus de l'autel, c'est 1580. C'est-à-dire l'année de la mort de Yolande. Hein, parce que je pense qu'il y a dans la vie de ces gens, il y a des gestes qui correspondent à des moments où ils sont peut-être plus secoués, plus émus par beaucoup de choses. L'église ne va pas bien du tout. Le bas-côté nord, construit en 1481 pour agrandir une église trop petite pour sa population, était en très mauvais état. C'est simple, les piliers n'étaient plus droits. La fabrique, le 8 mai 1583, prévoit la réparation de l'église ainsi que la réfection du mur du cimetière pour que les bêtes n'y pénètrent plus. Le cimetière, il est au nord de l'église et le presbytère, il est à la place de ce qui est enfin, il est à la place de ce qui était la bascule pour peser les chevaux dans mon enfance, mais tout le monde n'a pas été ici dans son enfance. C'est juste au-dessus, juste au nord de l'église. Et le cimetière est autour de l'église à ce moment-là. Il faut racoutrer et réparer 5 piliers de la dite église du côté vers le presbytère et la patte de la croix. Les hommes de l'art appelés sont tous Saint-Guyonnais. Tout Saint-Guyonnais, il apparaît beaucoup dans tous les marchés de construction. Et Jean Cognier, tailleur de pierre. Le trésor fera tout le charroi de la pierre de taille fournie par les maçons. C'est-à-dire que les gens qui viennent travailler travaillent aussi avec des gens du pays. Enfin, des gens de la fabrique qui doivent à ce moment-là limiter les dépenses en donnant des journées de travail. Le tout doit être fait pour la Saint-Baptiste prochain pour la somme de 10 écus sols. Et effectivement, alors ça, voilà. Vous voyez l'église, les gros piliers ont été refaits sous le règne d'Alexandre. Mais peut-être qu'ils ont été un peu refaits depuis. Mais je pense que depuis Alexandre, ce qui est tombé, c'est le clocher en 1710 ou quelque chose comme ça, mais que le bas-côté a été en bon état. Alors une autre trace de l'activité d'Alexandre à Toulouse, mais pour laquelle je n'ai aucun document, c'est celle d'un vitrail qu'il fait faire pour l'église, proche de l'autel, sur le côté droit, là où sont les vitraux de Honoré Mercier aujourd'hui. Et quand on est seigneur d'un village, c'est très gratifiant de faire un vitrail. On a le soleil qui vous illumine et le temps ne vous affadit pas comme sur de la peinture. C'est beaucoup plus rentable. Enfin, le jour où vous voudrez vous représenter en majesté, le mieux c'est de faire un vitrail. Bon. Il y est représenté en manteau brun à côté de sa femme, et il est à la suite des 3 mages qui adorent l'enfant Jésus. Ces trois rois mages ont les visages des 3 rois de France qu'il a servis, François II, Charles IX et Henri III. Nous devons la description de ce vitrail au préfet de Mortagne de l'Étang, qui a écrit énormément de choses sur ce qu'il a vu à Mortagne et dans la région, et il a vu ce vitrail vers 1806. Et évidemment, ce vitrail il a été déposé comme presque tous les beaux vitraux qu'il devait y avoir à Toulouse au début du XXe siècle,
pour des tas de raisons. Entre autres, Honoré Mercier en a offert 2 et on lui a laissé la place. C'est l'apparition de l'érable dans les armoires de Tours. Ce vitrail a-t-il été déposé dans le grenier du clocher et est-il pour partie dans les morceaux épars du vitrail de Saint-Hubert remonté par le maître verrier Paul Bonny il y a 50 ans? Les pièces trouvées dans le clocher et dans le grenier de la mairie venaient manifestement de plusieurs fenêtres dont les belles verrières furent démontées au début du XXe siècle. Alors, ça c'est un autre vitrail qui date certainement d'avant Alexandre. Ne mettons pas dans les activités d'Alexandre, ne mettons pas les activités de service public qui loue un étal de boucher à Massé-Pichon en 1577 et qui crée 3 nouveaux étals pour un marché que l'on peut imaginer proche de l'église, plutôt un peu plus haut dans le village et vraisemblablement le lundi matin. Maintenant, nous allons passer à des choses beaucoup plus de ce monde. C'est Alexandre de la Veuve, gestionnaire de son patrimoine. Alors j'espère que je ne vais pas vous endormir, parce qu'il passe son temps à aller chez le notaire et il fait énormément de choses. Comme les autres membres de son lignage, Alexandre de la Veuve est soucieux de ses biens, il gère son patrimoine en bon père de famille, et souvent plus que cela. Le notaire, témoin de la vie juridique de Tourouvre, se rend souvent à la demeure seigneuriale souscrire des actes. Le notaire de Tourouvre, vous voyez, c'est ce qui aujourd'hui s'appelle la bretèche et complètement décapé, ce qui est un non-sens historique. Mais ça, c'est l'arrière qui est vraisemblablement de ce temps, parce que les rampants, c'est-à-dire les bords du pignon des deux côtés sont plus élevés que la toiture, et ça veut dire que c'est du XVIe siècle. Et c'est une très belle maison. Et c'était la maison du notaire, mais c'est pas là que maman a trouvé les registres dans l'Ossal, c'est chez Maître Debray. Voilà. Les domaines des seigneurs sont sous sa main d'une façon qui ne nous est plus familière. Nous voyons souvent dans les actes passés indication d'une somme distincte du bail, une petite somme, ou d'un produit en petite quantité, dont la remise accompagne le montant dû pour l'exploitation de la terre. Nous sommes encore dans un univers féodal. Le seigneur de Tourouvre rend hommage aux trappistes pour certains étangs qu'il détient, et les exploitants des terres de ces domaines apparaissent parfois comme ses vasseurs, c'est-à-dire ses vassaux. Et nous ne savons pas pourquoi toutes les terres n'apparaissent pas dans les actes notariés. Certains habitants doivent être tenanciers depuis très longtemps, et les relations qu'ils ont avec le Seigneur sont établies sans écrit. Ils ne sont pas occupants précaires, ils sont là et ils seront pendant des générations. Mais bien évidemment, il manque des registres, et quand on lit ce qu'il y a, on se pose quand même des questions. Enfin, certaines terres sont louées devant notaire. Est-ce que ce sont des fermes ou des métairies? Souvent, le mot de preneur, et non pas métayer ou fermier, suffit, et une partie du bail est payée en œufs, moutons, canards, poulets, etc., etc. La nourriture ainsi fournie permet de remplacer quelques francs ou quelques écus qui seraient difficiles à trouver. Le seigneur de Tourouvre est-il riche? Dans son livre sur les gentilshommes campagnards de l'ancienne France, Pierre de Vessières, qui écrit vers 1918-20, indique qu'un seigneur tenant 3 métairies sur ses terres est à son aise. Alexandre a beaucoup plus que 3 métairies. Son cousin Jean de Brévedent évalue ses revenus à 13 000 livres par an. Alors, il est très difficile de donner la valeur d'un livre. Un écu, ça vaut 3 livres. Bon, la livre n'est qu'une monnaie de compte. Comme chez les Anglais, la guinée, autrefois, quand on faisait des traductions de Dickens, on entendait parler de guinée. Les guinées, c'était une livre et un sou. Peu de choses sont comparables, en fait, entre la vie d'aujourd'hui et celle du XVIe siècle. Le prix du blé n'est pas du tout un bon étalon, car aujourd'hui, le prix du blé n'a pas beaucoup d'importance, alors que dans ce temps-là, il en a beaucoup. Et si nous prenons les beaux chevaux que vend le seigneur de Tourouvre, par exemple, à François Dubois, c'est un cheval d'Espagne à poil bayard qui vaut 150 écus seuls, c'est-à-dire 450 livres,
soit plus que le revenu d'une des plus belles fermes de la région de Tourouvre. Là aussi, c'est pas un bon étalon. Alors, je peux absolument pas vous dire ce que vaut une livre. Il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres dans cet univers. Donc il y a des gens pour qui 10 livres c'est rien, et d'autres qui vivent uniquement avec ce qu'ils produisent et qui ne sont peut-être pas totalement malheureux. Bon, puis il n'y a pas de publicité, hein, on n'achète pas de choses inutiles, il n'y a que les beaux chevaux, mais quand on va à la guerre, il faut bien un beau cheval. Surtout quand on est un lieutenant tenant lieu de lieutenant. Alors, des exemples de gestion, j'ai essayé de ne pas en faire trop. J'ai lu le texte à une amie qui m'a dit « Écoute, tu abuses, ils vont tous s'endormir ». Le 20 juin 1577, Alexandre vend pour 4000 livres la terre de la Garenne, qui est à Tourouvre, qui est une des terres de Tourouvre, à sa mère, sachant que le bien reviendra à lui-même ou à ses enfants. C'est une source d'argent liquide. Au cours de sa courte vie, il fait l'opération plusieurs fois. Il vend aussi une maison à Mauves. Et c'est très bien que, voilà, c'est un moyen de se financer. C'est comme un emprunt sans intérêt fait auprès d'une mère qui travaille aussi à augmenter le patrimoine familial. Le 19 août 1577, Alexandre achète 670 livres plus 28 livres de vin du marché pour une pièce de terre en nature de pré contenant 2 arpents à Auteuil. Il achète des terres disponibles un peu partout pour faire des échanges ou installer des serviteurs qui se marient, par exemple. Alors là, 28 livres de vin du marché, peut-être que c'était une terre qui dépendait d'un autre seigneur et qu'il remboursait les redevances qu'on devait pour cette terre à l'autre seigneur après une discussion. C'est certainement pas pour aller se saouler, parce que je pense qu'avec 28 livres de vin du marché, il y avait de quoi saouler tout Tourouvre. Ou alors, bon, je sais pas. Le 23 septembre 1577, c'est son tour d'acheter pour 150 écus un cheval à poil bai. Les chevaux bais ont beaucoup de succès à cette époque-là. Le 7 octobre 1577, il donne à bail le Moulin Neuf à un meunier de Loisail. Le Moulin Neuf, c'est chez notre ami Benoît. Le preneur, c'est un meunier de Loisail qui s'est proposé. Le preneur doit l'entretien de tout. Alexandre fournira le bois des roues et la pierre sur le lieu si besoin. En cas de chômage, c'est-à-dire au cas où la comoche serait quasiment à sec, on abaissera le prix. Le meunier doit chaque semaine 4 boisseaux et demi, dont un boisseau de froment. Il doit aussi 4 chapons le 1er janvier, 6 poulets à la Pentecôte, un écussol d'étrenne. Mais le 3 février suivant, le meunier, qui n'a peut-être pas mesuré la distance entre Loisail et Tourouvre, rend son moulin et le bail est conclu avec un autre. Le 3 février 1578, Antoinette Guévreau loue un bois exploité à Louis Tremblay, maître des grosses forges à Randonnay, dont Alexandre est propriétaire. Il y a plusieurs forges dans le ressort de la seigneurie, et Alexandre est aussi propriétaire de forges à Mézières ou à Brézelette. Les bois qui sont loués vont être exploités et transformés en charbon de bois pour faire fondre le métal. Ça rapporte beaucoup, évidemment, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper les bois tous les ans, mais quand Antoinette a de gros revenus par les coupes de bois. Le 30 janvier 1589, le bail du moulin de Mézières est donné à un nouveau preneur. Il faut y faire descendre les eaux de Renoir qui ont été détournées par quelqu'un. Le bail est fait pour 120 livres l'an, 4 chapons, un gâteau et un écu le 1er janvier, et 6 poulets à la Saint-Jean-Baptiste. Alors il faut se dire que tous ces animaux arrivaient vivants, évidemment, on va pas les acheter sous plastique après. Le preneur devra garder les osiers, les tailler et les couper en saison pour qu'ils puissent servir à relier les vaisseaux du dit seigneur. Les vaisseaux, j'imagine que c'est les grands paniers qui servent au moment de la moisson. Alors le poisson nourrit dans la mare de la galacherie, car la mare de Mézières s'appelle la galacherie à cette époque-là, et il sera partagé entre le seigneur et le preneur quand la mare sera pêchée. Le 18 avril 1589, il nomme un procureur
Pour se défendre contre Jean Antan, naguère fermier de la Rousselière, vous savez, à Saint-Joine-Blavous, qui est venu du côté de sa mère, non, du côté de sa femme, pardon, qui a dû laisser le domaine en très mauvais état. Le notaire fait souvent des procurations pour toutes les démarches qui se font au loin. Souvent, les procurations se font en blanc et le représentant nommé remplira le document. Et nous ne savons pas du tout quel est le nom du procureur effectif, et nous ne savons même pas s'il y a des procureurs qui sont toujours dans la proximité d'Alexandre. Deux exemples d'actes passés avec mention de la relation féodalo-vassalique à Alexandre de la Veuve avec certains habitants. Le 14 septembre 1583, le seigneur reçoit l'hommage du fief Isabelle et 4 écus de rachat du cheval de service. Car quand on était un vassal non exploitant, non laboureur, en fait, on participait à l'équipement du seigneur qui allait se battre avec le roi, éventuellement pour vous défendre vous aussi. Et c'est à ce moment-là, on parle des chevaux de service. Les Isabeaux, il y a la cour des Isabeaux à Tourouvre, n'est-ce pas, cher monsieur le maire? Et cette cour, au nom de gens qui ont habité là depuis 600 ans, c'est des gens qui doivent être de toute éternité à Tourouvre et qui sont considérés pas comme des manants, pas tout à fait comme des seigneurs, mais comme des hommes d'armes. Et le 7 novembre 1591, Alexandre de la Veuve loue à Tourouvre une maison à une famille, moyennant 10 sous de rente. 10 sous de rente. 10 sous de rente, c'est-à-dire une demi-livre par an. C'est-à-dire qu'une livre, on peut faire beaucoup si la maison n'est pas toute petite. Et 6 sous de cens et une fenaison. Le cens, c'est l'impôt féodal. C'est ce qu'on doit à son seigneur. Le cens, c'est l'impôt du manant à l'égard de son seigneur, et la fenaison, c'est une corvée féodale. Enfin, dans les très nombreux actes passés par notre héros, je souhaite attirer votre attention sur la forme que prennent les emprunts en ces temps, où l'on n'est pas très loin de l'interdiction du prêt à intérêt. Si vous empruntez à quelqu'un une somme, vous tous qui êtes dans la salle Robert Giffard, vous vous dites... J'ai besoin de 10 000 euros et je voudrais savoir quel intérêt on me demandera et en combien de temps il faudra que je rembourse. Eh bien, du temps d'Alexandre de la Veuve, ça se passe pas du tout comme ça. En 1589, Alexandre de la Veuve fait à Jacques Bélanger, sieur de la Troche, une constitution de rente garantie sur la terre et métairie du Plessis. Cela veut dire qu'il va verser, je cite, héritalement et à toujours, à honnête homme Jacques Bélanger, sieur de la Troche, demeurant à Mortagne, 16 écus 2 tiers de rente, avec un versement chaque année à la même date. Mais pourquoi il verse cet argent, cet homme? Ben voilà, parce que la présente condition est faite moyennant la somme de 200 écus, versée par le sieur de la Troche, en monnaie blanche, Savoiret. Et là, il n'y a que là que j'ai trouvé ce détail parce qu'il est très curieux. Donc, il verse 200 écus. 100 écus en pièces de 10 sols, c'est-à-dire 10 sols, c'est une demi-livre. 100 écus, ça fait 300 livres. 300 livres en pièces de... Ça en fait beaucoup. Hein. 50 écus en quart d'écu et 50 écus en francs ayant de présent cours. En France, c'est-à-dire 20 sols, hein, 20 sous, comme on nous disait quand j'étais enfant. 5 francs, c'était 100 sous. La rente proposée est le versement annuel des intérêts dus pour cet emprunt de 200 écus. Et il n'est prévu aucun remboursement. Cette rente pourrait être versée à toujours et héritalement, c'est-à-dire qu'elle pourrait traverser les siècles. Et quelquefois, dans les actes, on voit des gens qui ont des documents de prêt qui ont déjà 80 ans et qui reviennent pour demander d'être remboursés. On ne sait pas s'ils ont touché les rentes parce que si les documents qui montrent que vous êtes créancier d'un prêt va de main en main, personne ne sait plus à qui il faut verser la rente. C'est de ces choses qui sont un peu bizarres pour nous. Heureusement pour les héritiers d'Alexandre de la Veuve, après sa mort le 20 juillet 1595, il meurt avant juin 1595. L'héritière de Jacques Bélanger a éteint la constitution de rente car elle a reçu
de Robert II, le fils d'Alexandre, qui est successeur de l'emprunteur, donc 200 écus d'or sol. Et alors, cette façon de présenter les prêts, elle va jusqu'à la Révolution. Et c'est-à-dire que celui qui donne la rente et qui emprunte, c'est celui qui fait le don, hein, puisque éventuellement il peut verser cet argent jusqu'à la mort des gens et jusqu'à même la mort de des petits-enfants de celui qui prête l'argent. Par la suite, les seigneurs emprunteront souvent de grosses sommes dans des actes où l'opération est toujours racontée ainsi. L'emprunteur s'engage à une rente, moyennant quoi il reçoit une grosse somme, qui est le prêt. Les taux d'intérêt étaient, même entre personnes de bonne foi, très élevés. Ici, Alexandre paie en intérêt 50 livres par an pour 600 livres empruntés. Cela fait un taux de 8,3%. Henri IV, qui est un homme plein de bon sens, il poussera les seigneurs ruraux à rester sur leur domaine pour bien les gérer et ne pas s'appauvrir, et il critiquera les emprunts à taux prohibitifs en disant que les intérêts ne doivent pas dépasser 6 à 8%. Finissons ce passage sur la gestion des biens des Lavove en évoquant la maîtresse femme Antoinette Guévreau, qui survit plusieurs années à son fils et qui, le 7 janvier 1596, achète la terre de Beaufay à Mauves, c'est à l'ouest de Mauves, ça doit être Beau, pour 1600 écus d'or sol. Et cette femme extraordinaire va pour la dernière fois chez le notaire le 31 décembre 1598. Elle meurt le 20 février 1599. Voilà. Non content, j'ai soif, hein, puis je vais commencer à parler de plus en plus mal. J'ai plus que 4 pages. Hein. Vous ne dormirez pas ici. Non content de gérer ses biens, Alexandre fait de nouvelles constructions aux grosses réparations sur des biens qu'il possède et parfois occupe. Le 1er juin 1576, Alexandre commande une nouvelle couverture de la grange de la Cessonnière, paroisse de la Poterie, et commande ça à la charpentier de la Ventrouze. Il a 1 mois pour faire le travail avec la même essence que la grange de Touvre et les mêmes sauve-grains que la grange de la Guimandière. Alexandre, c'est un homme d'habitude. Quand il est content d'un ouvrier, il fait toujours travailler le même. Alexandre fournira des hommes pour aider. Le contrat est 13 écus, 1 tiers, 4 boisseaux de blé et 1 poisson de cidre. Quand il commande une construction, il fournit le blé. Comme si les gens qui travaillaient ne mangeaient que du pain. Et 1 poisson de cidre, parce qu'on ne peut pas travailler sans boire. Le frère d'Alexandre, Claude, qui a fait faire un escalier à Bellegarde en 1577, par un autre qui s'appelle Toussaint Guyonnet, de Fin, Alexandre, par acte en date du 2 avril 1578, il commande une maison au lieu de la Guimandière, en devis. Alors, une maison en devis déclaré entre eux, qui est que la dite maison aura 55 pieds de long et 22 à 24 de large, ayant de 12 à 13 pieds de hauteur, 2 cheminées au bout de la dite maison, une cave voûtée, une garde-robe, une cuisine. Si j'avais pas ce truc qui s'allumait bêtement, une cuisine. Voilà. Au-dessus du perron, une ovale pour voir à l'allée, c'est-à-dire une fenêtre au-dessus des cuisines pour pouvoir guetter les visiteurs. Quand la dite maison sera faite, le dit Guyonnet sera tenu la faire pavée, et se fait pour 100 livres, une pipe de cidre et 2 boisseaux de blé à payer, comme la dite besogne se fera. Le chantier devra être fini le jour Saint-Jean-Baptiste prochain venu. Vous voyez, 100 livres, un quart d'un cheval. La Guimandière, alors c'est le bâtiment que vous avez à gauche, hein, celui dont vous voyez le rampant, et on voit encore mieux le rampant sur cette photo. Voilà. La Guimandière a été, je dirais désastreusement, couverte au XIXe siècle, mais vous voyez aussi le bord du pignon gauche qui dépasse la hauteur de la toiture, c'est celui qui a été fait par Toussaint Guyonnet.
Les huisseries attendirent le 11 juin 1580 et furent commandées à Louis Minot, menuisier à Mauves. Une croisée, une demi-croisée, 4 fenêtres, 2 à volets, 9 lits compris les contre-lits, un buffet, une armoire. Tout ceci pour 40 livres et une pipe de cidre. Et Denis Loiseau, maître serrurier à Tourouvre, le même jour, on lui demande les ferrures, contre 30 livres et un cent de fer, car Alexandre de la Vove est propriétaire de forge, donc il fournit le fer. La couverture de la guimandière est commandée en même temps que la couverture de sa garenne à Tourouvre. Les travaux sont à livrer pour la fête Saint-Aubin pour 12 écus d'or et 4 boisseaux de blé. Le seigneur fournira le bois. C'est curieux d'imaginer que ça vaut rien du tout, une maison comme ça. Enfin, c'est dire que nous ne vivons pas du tout dans le même univers. Le 24 novembre 1578, Alexandre de la Vove commande à un maçon de Logny un mur pour sa seigneurie de Bellegarde. 12 pieds de haut, 2 pieds d'épaisseur, et une tour de 8 pieds sur 8 pieds, et une porte avec huisserie, le tout pour 70 livres, et à finir pour la mi-mars. Par la suite, Alexandre fait par 2 fois des investissements très symboliques de son état de noble. Le 7 octobre 1582, il commande à Charles Olivier, tailleur de pierre à Bubertré, un colombier pour le Plessis ayant 1,5 pied de roi de muraille, savoiré 1 demi-pied de maçonnerie et 1 pied pour les boulins d'environ à 7 ou 800 boulins. Les boulins seront faits de 3 ou 4 assises de tuffeau qu'il a retenues auprès de Liénard Robert, maçon, demeurant à Auteuil, et pris au lieu de Beaulieu en cette paroisse. Où c'est Beaulieu, à Auteuil, où on trouve du tuffeau pour y installer des petits pigeons qui mangent le blé des gens qui n'y peuvent rien et qui le cultivent dans les environs. Le 15 juillet 1583, il fait construire un deuxième colombier à Tourouvre par le même Liénard Robert, maçon à Auteuil, comme celui du Plessis, tout pareil, mais jusqu'au nombre de 1000 boulins, ceci pour 8 écus entiers et 2 boisseaux de blé. Un nouveau projet de construction. Alors si je vous montre jamais les photos, c'est pas la peine que je les ai mises, mais l'année 1589, un nouveau projet de construction, il est à l'entrée de la forêt du Perche, quand on va vers la Trappe, une petite chapelle dédiée à Saint-Gilles. Une petite maison en bois permet de s'arrêter un peu dans cet endroit paisible. Et le 10 septembre 1589, dans la maison du notaire avant midi, honnête homme Toussaint Guyonnet, maçon, s'engage envers noble homme Alexandre de la Vove, enseigne de 100 hommes d'armes des ordonnances du roi sous la charge de Monsieur d'O. C'est comme ça dans tous les actes de notaire. Je pense que ça faisait gagner beaucoup d'argent aux notaires en papier timbré. De faire et parfaire une maison au lieu de Saint-Gilles, suivant et au désir de celle qui est de présent édifiée en bois, c'est-à-dire faire en pierre ce qui était en bois, et la rendre faite dans le jour de Toussaint. À la charge d'y faire 2 cheminées, 2 huisseries, une demi-croisée et une fenêtre carrée, et de refaire les fondations, pour 15 écus et un boisseau de blé, dont 3 écus payés comptant. Le même jour, il fait marcher avec Jean Jossier, charpentier demeurant à Auteuil, pour rehausser et retenir la charpente et tout rendre près de son état de charpentier pour la Toussaint. Et comme il n'est pas de demeure sans voisin, il donne à bail sa métairie de Saint-Gilles à Jean Matry le 11 novembre 1589, en le logeant dans sa maison en attendant qu'il ait fait construire la métairie pour son métayer. La chapelle existe depuis des temps immémoriaux, on le lit dans un acte de 1565. La métairie est baillée en prévoyant un intense travail d'amendage dont Alexandre s'engage à fournir les engrais à répandre. Et il dit qu'il va fournir des grosses pailles et des petites pailles. Alors je ne sais pas si les petites pailles c'est chez les poules et les grosses pailles chez les vaches, mais bon, ça doit être du fumier. Il faut dire que c'est pas l'endroit le plus... c'est pas l'endroit, certainement pas l'endroit le mieux de Tourouvre pour faire pousser du blé. Enfin, on ne sait jamais. C'est une terre bien médiocre et la métairie ne fut jamais de gros rapport. Une dizaine d'années après sa mort, le fils d'Alexandre vendit le manoir des Bruyères. En même temps, en 1592, Florent Jousse fait 2 lits de bois
2 tables carrées avec 4 chaises, 4 tabourets, ceci moyennant 12 écus, un boisseau de blé, 2 toises de carreaux, car le seigneur de Tourouvre est aussi propriétaire d'une briqueterie à Renoir. Peut-être est-ce pour Saint-Gilles, nous ne savons pas. Voilà ce qu'on peut dire d'Alexandre de la Vove. Sauf qu'il y a encore... bien sûr, on pourra encore dire plein de choses. Alexandre de la Vove, il est toujours présent dans l'église de Tourouvre. Ça, c'est Tourouvre au XIXe siècle, et peut-être que ça avait un peu cette tête-là. Il y avait certainement une fontaine à Tourouvre, peut-être sur la place où était le château, puisque le château c'est ce qui a été le presbytère jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alexandre est toujours présent dans l'église de Tourouvre grâce à l'épitaphe qui est sur le mur droit près de l'autel, dont le texte est peut-être écrit par sa mère. Tout au moins, ma mère, qui avait un tempérament très affectif à l'égard des Lavore, imaginait très bien Antoinette ayant écrit les vers un peu macaroniques qui célèbrent ce grand héros qui s'appelle Alexandre et qui est son fils. Comme disait mon professeur, Monsieur Gavalda, qui faisait du droit bancaire quand j'étais en DEA, j'arrose le champ des incertitudes avec l'arrosoir de la perplexité. Que pouvons-nous conclure de la vie de cet homme riche du XVIe siècle? Eh bien, je ne sais pas, parce que je pense que nous avons beaucoup de mal à percevoir dans quel univers il vivait. C'est un seigneur féodal qui non seulement nous est très étranger, mais curieusement n'a jamais été évoqué devant moi par ma tendre mère, qui n'était pas totalement stupide, mais bon, peut-être que c'était normal pour elle, le monde féodal, ça c'est très possible. Elle était née il y a très longtemps, tout au moins dans sa tête. En fait, il est seigneur féodal, on le perçoit très précisément par un texte dicté par son fils Robert II, qui passe un contrat avec le boulanger de Tourouvre, et à l'occasion de la reconnaissance du loyer qui est dû au seigneur Robert II, mais c'est 5-6 ans après la mort d'Alexandre, il confirme que, je cite, « En la dite terre noble et seigneurie de Tourouvre, le dit seigneur a tout droit de haute, moyenne et basse justice, moulin banal, marché, coutume, épave, et autres au désir de la coutume de ce pays du Grand Perche, selon laquelle la seigneurie de Tourouvre est régie. » Ce qui veut dire qu'il aurait des droits absolument colossaux. Cela semble sous-entendre que le pouvoir seigneurial est sans pareil, sans limite, que le monde dans lequel vivent ces seigneurs est régi par eux, et pas tellement par les producteurs. Nous savons bien que le pouvoir royal se construit en lutte contre le pouvoir seigneurial depuis déjà très longtemps. Philippe Auguste commença d'assurer une gestion documentée de ses biens à l'exemple de ce que faisaient les rois d'Angleterre pour avoir des finances dont ils savaient plus de choses que ses prédécesseurs. Saint-Louis, on a tous vu Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes. Les rois de France, ils ont construit un système judiciaire plus fiable que celui des seigneurs, qui devait être un peu expéditif, à la fois parce que le roi avait du temps devant lui, et puis qu'il avait des légistes, et puis qu'il avait pris qu'il souhaitait prendre des mesures qui maintiennent l'ordre dans son pays. Et en fait, le roi a des services pour la guerre, pour les impôts et surtout pour la justice. Et quand l'abbé du Maine, dans Tourouvre et ses souvenirs, écrit au début du XXe siècle que les baillis de Mortagne rendent la justice au nom des seigneurs de Tourouvre, il rêve complètement. Il rêve d'un vieux temps bien antérieur au XVIe siècle. Le roi rend la justice sans trop contredire les coutumes qu'il a fait mettre par écrit, mais en appliquant les théories de ses meilleurs conseillers en matière de droit. Et c'est un temps où on dit en latin, mais je vous en dispense parce que j'ai oublié, ce que le roi juge bon à la vigueur de la loi, ou bien le roi est empereur en son royaume, ce qui veut dire qu'il a juste Dieu au-dessus de lui, et encore pas si Dieu, ça passe par le pape. C'est-à-dire qu'ayant la charge du royaume, le roi doit faire régner la paix, l'ordre, la justice.
nous avons un peu l'impression que le pouvoir d'Alexandre de Lavore a besoin d'être proclamé tout haut pour avoir une consistance un peu juridique. Alors dans sa vie, il lui arrive 2 fois de faire des choses... Ça c'est mes chers parents, parce qu'il fallait bien que je les invite. 2 fois, il fait des choses qui sont tout à fait étonnantes. Le 11 juillet 1578, on a décidé de le saisir parce qu'il ne payait pas d'impôts, à la requête du procureur du roi pour raison des francs-fiefs et nouveaux acquets. Les francs-fiefs, c'est les biens seigneuriaux qui sont possédés par des roturiers. Et les acquets, c'est ce qui a été acheté et qui n'est pas possédé depuis toute éternité, comme les familles nobles possèdent leurs biens. Et alors, il dit, il s'oppose à la saisie qui va être faite sur ce qui est le fief et la surerie de Tourouvre et les hommages que bourse allemand en dépendent, ce qui veut dire qu'il proclame haut et fort tout ce qu'il tient de l'héritage de sa lignée avec les droits féodaux qui en découlent. Et comme vous voyez, je fais des bêtises. Vous voyez, ça fait 3 pages. Hein. Le samedi 11e jour de juillet fut présent noble homme qui nomme un procureur, parce qu'il ne va pas faire ce genre de choses, mais il va donner au procureur tout le pouvoir de s'opposer à la requête qui est faite pour raison des francs-fiefs, et il dit l'hommage de tous les gens. Et alors l'hommage, il commence par les côtés, il commence par des terres de Tourouvre, et après ça il y a 4 hommages qui dépendent du Plessis, qui sont plutôt sur Lignerolles et sur Bubertré, 2 hommages qui dépendent de l'Alleu, l'Alleu étant une terre libre jusqu'à ce qu'elle soit dans la main des Lavove, et puis 32 hommages pour la dépendance de la Roncelière. Et puis le roi est son suzerain, et il doit lui faire hommage. Et les liens particuliers qu'il a avec des seigneurs plus petits que lui, soit avec les simples manants et habitants, ne s'entendent que si la hiérarchie dans laquelle il a une place un peu éminente se finit dans la main du roi. C'est ainsi qu'une 2e fois, et là je ne vous ai rien fait du tout parce que c'est trop long, il nomme un procureur chargé de faire une commission somme toute un peu humiliante qu'il fait au roi Henri IV. Il fait la liste de tous ceux qui tiennent de lui soit une terre, soit un fief. Soit une terre, et ce ne sont pas des nobles, soit un fief, et ce sont des nobles. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le Perche, et que le roi est juste tout près, puisque c'est un apanage. Il n'y a pas plusieurs couches de seigneurs successifs pour atteindre le roi. Le roi est juste au-dessus de lui. En plus, son grand-père était le médecin du roi, ce qui doit aussi lui donner l'impression d'être plus proche du roi. Alors, nous allons nous arrêter pour Alexandre, mais après Alexandre, les années passeront et les versements des petits cens et des autres droits seigneuriaux se feront de plus en plus difficilement. Ils seront oubliés. Les seigneurs de Tourouvre iront se ruiner à Paris. La dernière génération étant réduite à bailler à ferme la perception de toutes ces petites sommes qui devraient leur être versées, qui est symbolique d'une dépendance pour essayer de compenser les incommensurables emprunts qu'ils n'ont pas bien enregistrés, qu'ils sont incapables de rembourser. Et ça, c'est très pitoyable comme impression. En ce qui concerne Alexandre de Lavore, je vous propose de garder l'image d'un entrepreneur qui a géré ses biens pour tenir son rang, mais qui a aussi maintenu des activités autour de lui, permettant aux habitants d'avoir de quoi manger, de quoi gagner leur vie. J'imagine une certaine paix, parce que le château de Tourouvre était entouré de douves et de murailles. C'était un château qu'on devait pouvoir protéger. Il faisait une grande attention aux arbres qu'on plantait dans ces métairies en disant qu'il fallait les entourer d'épines pour ne pas qu'ils soient mangés. Je suppose déjà par les petits chevreuils qui mangent dans les jardins les rosiers. Les boisseaux de blé qui sont moulus pour ceux qui travaillent, l'organisation finalement d'une vie paisible. En même temps, il a une très haute idée de ses devoirs.
et de ses droits. Voilà. J'ai fini avec Alexandre, mais je pourrais vous raconter l'histoire de son oncle qui avait eu 5 enfants bâtards. C'est seulement si vous n'avez pas envie de rentrer chez vous tout de suite.